messieurs, bienvenue à l'Actu Plus. Ben oui, je suis revenu avec vous autres. Encore. Hein? Ben oui, il prétend qu'il reviendra pas, puis finalement, il revient à chaque semaine. Ben là, je vous le Ça dis. colle. La semaine prochaine, je vais peut-être être là. OK. L'autre semaine, je serai pas là. Fais-nous pas de Ça, je vous le dis tout de suite. Fait que Christian, en fin de semaine, t'es allé voir du patin. C'est pas toi qui as fait du patin. Il y avait un spectacle dans la boy. tu sais, quand ça Oh me perd. boy, non, c'est pas moi. Oui, c'était le 50e spectacle qui se donnait à Santerre. On s'entend que je pense que ça a débuté le patinage artistique à Santerre en 73. Donc, ça fait 50 ans, mais on s'entend qu'à cause de la pandémie l'année dernière, il manque un spectacle. Donc, c'était le 50e. On a quand même remercié, c'est Chantal Charbonneau qui était 12 ans. Depuis 12 ans, elle est entraîneur, alors on lui a quand même fait un petit cadeau, elle prenait sa retraite, puis tout ça. Alors quand même, c'était un beau spectacle, c'était rempli, les gens avec le masque, bien sûr, encore, ont été présents à ce spectacle, un très beau spectacle. La vie qui reprend tranquillement, pas vite. Oui, De c'est un voir peu des ça. gens dans les arénas, dans les événements. Moi, je suis allé faire un tour rapidement fin de la semaine passée. Il y avait un tournoi de hockey 3A du côté d'Amos, là, puis c'était bien plein, il y avait du monde. C'est le fun de voir la vie reprendre. Oui, tranquillement. Sinon, on va parler un peu de sport étudiant en Abitibi-Témiscamingue, Lydia. Oui, effectivement, il y a eu plusieurs championnats provinciaux et régionaux qui ont eu lieu cette fin de semaine. Les championnats provinciaux scolaires, c'était le badminton et le futsal. Le futsal, j'avoue, j'ai aucune idée c'est quoi. Mais J'aimerais pouvoir t'aider, mais ma mémoire me fait défaut. C'est pas que je le sais pas, c'est juste que là, tu me le demandes. Je voudrais pouvoir t'aider. Je l'ai appris durant les Jeux du Québec, qu'est-ce qu'était le futsal. Sauf que là, en ce moment, là, on a trop d'affaires. OK. Bon, puis les championnats régionaux scolaires de basketball et de volleyball ont eu lieu aussi. Et on va avoir des représentants dans différentes catégories pour les championnats provinciaux. Mais si vous voulez plus de détails, allez sur notre site web. Oui, médiaté.ca, il y a les détails de ce côté-là. Sinon, ça fait des semaines que je vous le dis. Sentez-vous l'odeur? Oh. Sentez-vous l'odeur des élections qui s'en viennent? Oh. Ça sent encore plus depuis cette semaine parce que on a un premier candidat du côté de Québec solidaire en Abitibi-Ouest qui s'est annoncé. Effectivement, Alexis Lapierre qui va représenter Québec solidaire en Abitibi-Ouest. Ça, c'est vous autres, c'est ici à Amos, Abitibi-Ouest. Oui, Abitibi-Ouest, Amos, OK. Lassar. Oui, c'est ça. OK. Donc, lui, il est originaire de Lassar. Il a fait des études en psychologie et en droit. Il est secrétaire général et responsable des communications au Centre de services scolaires du Lac-Abitibi et il a aussi travaillé pour Émilise Le Sartérien pendant quelques années. Il a de l'expérience un peu en politique à ce niveau-là. Il a aussi été impliqué dans plusieurs comités étudiants. Donc, il se lance et on va voir ce que ça va donner prochainement. Il est fort à parier que dans les prochaines semaines, on va en avoir quelques-uns des candidats qui vont s'annoncer. Oui, Probablement. Ça commence. C'est un sanitaire qui va s'annoncer. Là, que On le sait pas. Ben, il y en on se a le pose, il y en a un déjà annoncé, mais il y en a un dont on se pose la question. Là, hein? Sinon, on va parler de Desjardins aussi. Il y a deux nouvelles par rapport à Desjardins cette semaine. Desjardins qui a connu des problèmes avec son site web. Ça n'a pas été facile avec accéder. C'était pas facile d'accéder cette semaine. Mais Desjardins a présenté son bilan 2021. Oui, en fait, c'était le 14 avril dernier qu'il y avait l'Assemblée générale annuelle en mode virtuel, on s'entend, de la Caisse des Jardins d'Amos. Et les résultats financiers montraient que les personnes pouvaient avoir des ristournes jusqu'à 1,7 million de dollars. Donc, ce qu'on a décidé de faire en votant, c'est qu'on a été vers des ristournes d'1,5 million de dollars et 200 000 dollars, presque 200 000 qui vont être investis dans la communauté. Et c'était très facile d'aller faire son vote pour cette Assemblée générale annuelle-là. D'habitude, c'est une Assemblée générale annuelle, il faut être là-bas, puis voter, puis ta. Là, avec le site web d'accéder ou l'application d'accéder, on était capable de rentrer notre vote. Je suis allé le faire, moi, en tant que membre de Desjardins. Donc, super facile. On va parler du Salon du Livre aussi. Le retour du Salon du Livre, ça revient. Retour! Et ce sera Patrick Sénécal qui va être président d'honneur. Christian est un peu jaloux, je pense. Ouais, non. Fait que Christian, du 26 au 29 mai, on te retrouve à Ville-Marie? Non, non, c'est justement, s'il serait à Amos, j'aurais même mon petit kiosque
Mais là, je me cours trop. Oui, c'est ça. On va te donner Donc, congé. Là. ça va être sous le thème retrouvailles, puisque enfin, on se retrouve tous, on se retrouve entre amoureux de la lecture, on se retrouve entre auteurs, et il y aura une 50aine d'auteurs environ. On se rappelle, il y a quelques temps, la programmation jeunesse avait été lancée. Là, on connaît tous les auteurs qui vont être présents, et on a bien hâte de voir à quoi ça va ressembler. Il va y avoir des activités. Et cette année aussi, dans différents endroits, il va y avoir des codes QR qu'on peut scanner qui va permettre d'écouter des extraits de différentes histoires. Okay. Donc, c'est une nouveauté cette année. Je sais qu'il y a des auteurs de la région, et une en particulier, qui n'est pas de la région, là, que Francine Ruel qui va être là. Ça va être très intéressant. Il risque d'avoir beaucoup de monde dans le Salon du Livre, là, et enfin, on va pouvoir se retrouver tout le monde ensemble autour de la lecture. Je veux parler d'agriculture avec vous autres parce qu'on en a parlé un peu cette semaine avec une entrevue que tu as fait, Lydia, mais Christian, on va commencer avec toi. Tu es allé à une annonce de la MRC d'Abitibi avec plusieurs partenaires du côté de Landrienne. La semaine passée, il a fallu te sacrer dehors du studio que t'envoyais là. C'était une conférence agricole qui se déroulait justement à Landrienne et là-dessus, l'animation était de Pierre Labrèche. Il y avait quand même les allocutions de Guy Barry, le maire de Landrienne, et de Pascal Roux, qui est président aussi régional de l'UPA de l'Abitibi-Témiscamingue. En tout cas, c'est un peu nous ramener à expliquer l'agriculture, l'importance de l'agriculture. Et puis, je pense que dans les temps présents où on a eu la pandémie, où on a quand même une grosse guerre qui se dessine, je pense qu'être servi régional ou localement, c'est la meilleure chose à faire. Et c'est un peu ce qu'on nous dit, c'est que justement, il faut qu'on commence à regarder proche de chez nous. Et on veut valoriser les gens qui sont dans ce domaine-là aussi. Exactement. Et tout ça, ça a mené à une entrevue avec quelqu'un de super intéressant, une travailleuse de rang. Oui, elle s'appelle Isabelle Talbot et elle est travailleuse de rang, ce qui est quand même un métier très peu connu. En gros, elle est intervenante et elle s'en va directement dans les fermes, voir les agriculteurs, parler avec eux, s'assurer que tout va bien. Et j'ai fait une entrevue avec elle, elle était super intéressante. On va regarder l'entrevue. Alors, Madame Talbot, vous êtes travailleuse de rang. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi? OK. Bien, je vais t'essayer de l'écrire du mieux que je peux, mais même moi, j'en apprends encore c'est quoi le travail de rang. Pour faire simple, moi, je dis que le travailleur de rang, la travailleuse de rang, c'est la personne qui s'occupe du producteur agricole, de sa famille et de leur employé. Mais encore plus simple, c'est la personne qui va s'occuper, c'est l'intervenant qui va s'occuper de la personne en arrière du champ, en arrière de la machine, parce que si la personne qui est en arrière du tracteur ne fonctionne pas bien, bien, il n'y en a plus d'agriculture. Puis elle, cette personne-là, il faut qu'on y fasse attention en tant que producteur pour qu'elle soit bien dans son travail. OK. Donc, dans le fond, c'est un peu comme une travailleuse sociale, mais qui est dédiée vraiment aux agriculteurs, c'est ça? Oui, c'est ça. Intervenante psychosociale pour c'est ça, les producteurs, mais beaucoup, on n'arrête pas aux producteurs parce que le producteur, oui, en soi, c'est une entreprise, mais c'est une entreprise familiale. Fait qu'il faut vraiment faire attention à sa conjointe, à ses employés aussi, parce que souvent, les employés, c'est les mêmes employés depuis vraiment longtemps, puis ils font partie de la famille. Fait qu'eux aussi, si ça va bien avec l'employé, ben c'est comme faire attention à leur famille aussi. Donc, la famille, c'est vraiment une très grande force, puis c'est super important pour eux aussi. Puis, quel genre de problématiques à quel genre de problématiques ils peuvent être confrontés puis avoir besoin de quelqu'un pour les soutenir? Je dirais qu'il n'y en a pas nécessairement de plus particulière. Ils vivent à peu près tout ce que n'importe qui peut vivre, ça c'est certain. C'est que c'est plus spécifique à une période. Je dirais que la plupart du temps, c'est quand il y a une relève. Quand que la ferme change de nom ou qu'il y a un transfert de ferme, ce bout-là, il va être... tout ce qui est les problèmes de communication vont revenir un petit peu plus. Je dirais peut-être la communication parce que c'est, en général aussi, parce que c'est beaucoup des... Tu sais, ils travaillent avec la famille. Fait que ça, d'arriver, problème à l'étable, après ça, ils vont souper avec la même personne. C'est pas comme dans un travail ordinaire, tu as ta boîte à lunch, après ça, tu te retournes chez vous, tu peux chialer contre ton boss. Mais quand tu arrives, ben, tu peux pas chialer contre ton boss, premièrement parce que c'est les vaches. Fait que s'ils ont décidé qu'ils n'étaient pas de bonne humeur aujourd'hui,
tu peux pas faire grand-chose. Ça soit les vaches ou que ça soit la température, je veux dire, il a mouillé, t'as pas pu battre ton champ la journée, tu peux pas chialer grand-chose. Mais quand que tu reviens, puis tu sais, la comptabilité est faite par la conjointe, ben c'est ça, c'est important de travailler cet aspect-là, mais en même temps, c'est tellement leur force, justement, c'est ça qui est un peu étrange. Puis le temps de cette relève-là, c'est sûr que c'est là que ça va revenir les choses parce qu'on fait ça comment, les gens fonctionnent pas pareil non plus. Fait que c'est plus ça, mais en gros, c'est quand même les mêmes thématiques que les autres, mais la particularité, c'est que eux, ben en travaillant beaucoup, puis en allant chercher l'aide peut-être un petit peu plus tard que d'autres personnes, bien, c'est plus difficile l'accès aux services. Puis si c'est pas le travailleur de rang qui va vers eux, il y a moins de chances qu'il aille chercher le service. Donc, si je comprends bien, c'est vous vraiment qui allez voir les gens directement, c'est pas l'inverse. Ça va les deux, je dirais. Mais la plupart du temps, ben, tu sais, je parle beaucoup, ça va bien, justement, mais c'est beaucoup moi qui va... C'est un des rares travails, je dirais, que c'est... T'as pas besoin que ça soit la personne qui t'appelle pour y aller. Tu peux aller faire moi, je fais souvent ça, justement, puis ça ressort beaucoup des interventions dans ce temps-là. Des visites de courtoisie, que j'appelle. Fait que là, j'arrive chez quelqu'un. Parfois, il savait que j'arrivais. Parfois, il sait pas que j'arrive. J'arrive, il est là. De toute façon, il est rarement pas chez eux. Fait que j'en profite. J'arrive, puis on commence à jaser. Il me fait visiter son étable. Il m'explique comment il y a de tête, comment que l'entreprise a démarré, tout ça. Puis après ça, on parle, on jase, on fait des contacts ensemble. Puis après ça, que ça soit lui qui en ait besoin ou un voisin plus tard, au moins le contact est fait après ça. Parce que dans une relation d'aide, c'est important le lien qu'on a avec le patient. Donc, la façon d'aller créer ce lien-là, c'est beaucoup de parler de la ferme puis d'y aller autour du travail. Oui, bien parce que le travail, c'est leur vie. C'est ce qu'ils sont, c'est leur identité. Puis plus que ça, c'est que c'est des personnes qui sont tellement proches de leur réalité, puis qui veulent être proches des gens, que peu importe c'est quoi, que ça soit, je le dis tout le temps, que ça soit un vendeur de grains, que ça soit le troqueur de lait, ben eux, ils veulent que ça soit une personne. Ils veulent faire affaire avec Isabelle. Ils veulent faire affaire avec, je sais pas moi, Sabrina. Ils veulent faire affaire avec un nom et non une personne qui savent c'est qui, et non nécessairement juste un numéro de téléphone ou une page Facebook, mais d'avoir ce contact-là quand que c'est des visites individuelles, ou souvent je le passe par des activités de groupe. Quand il y a soit des réunions de l'UPA ou des activités portes ouvertes, ben je me présente, j'ai mon manteau travailleur de rang, tout le monde sait que j'existe, je m'en vais placoter, mais au moins, ils ont dit « Ah oui, Isabelle, je l'ai vue, elle est venue à tel événement », puis ça facilite le contact parce qu'après ça, ils ne vont plus appeler la travailleuse de rang, ils vont vraiment appeler Isabelle. C'est important pour eux vraiment le lien avec la personne puis de bien connaître le travailleur de rang. Oui, bien, oui, comme c'est essentiel dans tout travail d'intervention, mais avec eux, c'est un atout. C'est un atout de se présenter, de se montrer disponible. Puis ça, c'est sûr que c'est plus difficile parce qu'il y a la distance. On ne peut pas se présenter partout. Tu sais, faire court, j'ai 4 MRC. J'ai le secteur Abitibi. J'ai Amos, Lassar, Rouen et Val-d'Or. Ça en est du territoire. Puis j'ai ma collègue, Sabrina, qui fait le Témiscamingue. À deux, on sépare le territoire, mais chacun, on a quand même un très grand territoire. Fait que c'est important d'avoir des yeux puis des oreilles, mais de savoir où aller aussi dans ce cas-là. Puis d'avoir un bon contact avec les gens, bien, ça aide de savoir où aller finalement, là. D'où ça vient, un travailleur de rang? Est-ce que c'est le CI3S qui vous engage? C'est un organisme? C'est vous qui avez parti ça? Non, en fait, pour la région ici, là, parce que nous, on est plus particulier, on pourrait dire indépendant, en fait, là, parce qu'il y a un organisme québécois qui fait les travailleurs de rang. Nous, on a décidé d'être comme indépendant, justement, de dire c'est nous. Ça a parti il y a 2 ans au Témiscamingue, puis avec le CPS du Témiscamingue, a décidé de faire un projet pilote sur le travailleur de rang au Témiscamingue. Là, ça l'a pogné, le besoin était là, il était déjà là, mais il a prouvé que le besoin, il était vraiment là. Ensuite, il y a eu le projet, il a décidé qu'il voulait avoir quelqu'un en Abitibi. Puis là, moi, je suis arrivée. Fait que ça fait 2 ans environ que le projet a commencé au Témiscamingue. Puis moi, je suis arrivée il y a environ 8 mois.
Puis là, le CPS du Témiscamingue, c'est encore lui, mettons, mon employeur là, officiel. Mais j'ai un comité au-dessus de moi qui est comme géré puis qui est soutenu par justement plusieurs partenaires. Il y a le réseau dedans, mais c'est beaucoup les CPS, les centres de prévention au suicide, mais du secteur Abitibi qui se sont rendus là, principalement Amos et La Sarre. Puis le reste, il découle un peu de tout ça, puis du besoin, puis il y a des partenaires dans tout ça qui sont dans ce comité-là, qui m'aident. Mais c'est ça. Fait que moi, dans le fond, je fais un peu mon horaire comme que je veux, je vais avec les besoins. Puis une fois de temps en temps, j'ai des réunions avec eux qui sont mes boss pour dire, dans le fond, comment que le projet va, puis montrer que le besoin il est là, pour prouver que le travailleur de rang il a vraiment sa place ici en région de la manière qu'on l'a installé. Et comment on fait pour devenir travailleur de rang? C'est quoi que ça prend comme étude, par exemple? Je dirais que, clairement, la base, c'est, peu importe, c'est d'avoir une formation en intervention. Que ça soit travail social, psychoéducation, éducation spécialisée, ou, mettons, même jusqu'à délinquance, mais délinquance peut-être moins. Mais au moins les 3 premiers, je trouve que c'est la base. Puis, un des atouts principaux, c'est sûr, c'est d'avoir un background ou des connaissances agricoles. Mais en même temps, pour ce côté-là, je suis arrivée, puis j'ai aucune connaissance agricole. J'en avais aucune quand j'étais arrivée là, mais j'avais le cœur de vouloir apprendre. Puis, c'est en les côtoyant, plus que ça va, t'as pas besoin de connaître tout sur toutes les productions, parce qu'on va se comprendre qu'il y en a une couple qui sont très compliquées dans les normes, là. Mais après ça, plus que tu les côtoies, plus que, ne serait-ce que de s'intéresser à leur contexte puis d'utiliser leur jargon dans l'intervention, ça prouve que tu es intéressé. Fait que plus que ça va, du moins, oui, connaître le monde agricole, c'est un très bon atout, mais pour moi, c'est pas si nécessaire que ça. Tu peux l'acquérir, ou du moins compenser avec le fait de t'intéresser vraiment à leur milieu. Puis après ça, plus que tu t'intéresses à leur milieu, plus qu'avec eux, utiliser le même langage, c'est rendu simple, là, ça se fait comme ça. Là, tu y penses même plus, puis tu utilises le même langage qu'eux autres, puis ils sont vraiment contents, ils apprécient ce boulot-là. Puis si quelqu'un a besoin de vous rejoindre, il peut le faire à quel numéro? Il peut le faire, pour moi, c'est 819-301-4155. Pour téléphone, message texte. J'adore, les deux, ça dépend, c'est ça. Moi, je suis ouverte aux deux parce que téléphone, c'est plus rapide, mais message texte, des fois, on est entre deux job-in, dans le tracteur, on fait la traite, ou il y a du vélage avec, puis là, on est bon. Là, il vient de naître, le petit veau, fait que là, on a fini, on prend le téléphone, après ça, c'est correct. Fait que ça va bien, ces deux méthodes-là. Puis j'ai aussi par Internet, dans le fond, via ma page Facebook, qui est Isabelle Talbot, travailleuse de rang. Dans le fond, moi, je vais partager là-dessus aussi, tranquillement, pour valoriser la profession de l'agriculture aussi. Puis facilement rejoignable par Messenger. Je réponds le plus rapidement possible, puis on convient de rendez-vous. Puis cette page-là, c'est facile parce que justement, on peut voir un petit peu. Je suis facilement rejoignable, puis j'aime beaucoup promouvoir l'agriculture parce que c'est une autre partie de mon travail. Oui, j'ai des rencontres individuelles, mais c'est important pour moi, l'agriculteur. Sans l'agriculteur, il y aurait pas de vie, il n'y aurait pas... l'agriculture, c'est la base de tout dans notre société, puis il faut leur faire vraiment attention à eux. Puis c'est pour ça que c'est important que le travailleur de rang existe, parce que il faut prendre soin de la personne en arrière du tracteur si on va avoir son pain, si on va avoir ne serait-ce que n'importe quoi, je pense, dans notre société, là. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci. C'est le temps des vacances. Ah, excusez, je pensais à une nouvelle semaine de relâche. Ben oui! Hey, ce qu'on n'a pas, nous autres, là. Mais, effectivement. Nouvelle semaine de relâche au centre de service scolaire à Aricana. On essaye ça l'année prochaine. Oui, on en parlait la semaine passée. J'avais promis qu'on aurait une entrevue, chose promise, chose due. Donc, Yannick Roy, directeur général du centre de services scolaire Aricana, vient nous parler de la nouvelle semaine de relâche qui va avoir lieu en novembre 2022. On a tourné dans le studio en bas, on a eu des petits problèmes
Ça, c'est de ma faute. Hein? Parce qu'il il se passe des choses dans nos studios, ça arrête pas, ça roule ici en ce moment. Il y a des galas qui s'enregistrent. En tout cas, on pourra vous en parler un peu plus tard. Là, mais donc, on a dû tourner cette entrevue-là en bas. Mais ça a très bien sorti, puis on va pouvoir regarder l'entrevue. Elle était très intéressante. Monsieur Roy, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle semaine de relâche en novembre. Oui, bien, avec plaisir. Merci pour l'invitation et nous permettre de venir expliquer cette nouvelle semaine de relâche-là. Bien, ça fait plaisir. Il y a eu beaucoup de questionnements autour de cette semaine-là, mais premièrement, pourquoi avoir choisi de rajouter une semaine de relâche en automne? Bien, c'est une réflexion qu'on a au centre de service, puis avec les équipes écoles, les équipes de direction, même certains enseignants. C'est une réflexion qu'on a depuis quelques années. Ce n'est pas nouveau de cette année. Oui, on arrive à l'aboutissement pour la prochaine année, 22-23, mais c'est une réflexion qui est là depuis quelques années. Bien, d'abord, on a passé un sondage à l'automne dernier au niveau du personnel. Puis les gens souhaitaient avoir des moments d'échange puis de travail de qualité, donc du temps. Puis c'est un moment de l'année, on arrive à peu près au tiers de l'année, on a 60 jours de fait. C'est souvent un temps charnière dans l'année pour venir faire soit les révisions des plans d'intervention, parce que là, on connaît nos nouveaux élèves, sont arrivés, on sait les besoins, et ainsi de suite. Donc, un temps de qualité pour prendre du temps peut-être pour les plans d'intervention, la mise à jour des plans d'intervention, mais aussi réfléchir en équipe école sur nos pratiques pédagogiques. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aider nos élèves, ainsi de suite. Puis ça, c'est une volonté du personnel aussi de dire, bien, ce serait important d'avoir un moment de qualité en novembre là, pour répondre à ces besoins-là. Donc, de là est venue l'idée de la semaine de relâche pour donner du temps de qualité. Donc, les 2 premières journées seront des journées pédagogiques. Puis on a complété pour le reste de la semaine avec 3 journées de congé. Ça, c'est un autre besoin qui est venu aussi dans l'organisation parce qu'on s'est rendu compte avec les années, dans ce mois de novembre-là, entre la mi-novembre et la mi-décembre, on a toujours des taux d'absentéisme qui sont plus élevés, soit pour les membres du personnel ou les élèves. Donc, on a dit, bien, c'est peut-être une pause aussi stratégique de venir la placer là parce que dans le fond, le calendrier scolaire, on ne l'a pas réinventé. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a déplacé des journées. Parce que les élèves vont avoir, pour la prochaine année, le même nombre de jours de classe, puis les mêmes journées pédagogiques, excepté qu'on déplace un petit peu les journées dans l'année scolaire. Les parents avaient des craintes par rapport à ça, notamment par rapport au fait qu'ils parlaient des services de garde notamment. Oui, tout à fait. Est-ce que les services de garde vont être ouverts toute la semaine? Oui, bien, d'abord, ils vont être ouverts les 2 premières journées, ça c'est sûr, parce que ça fait partie du contrat annuel, les 20 journées pédagogiques qui sont financées. Donc, le lundi et le mardi, ce sont des journées pédagogiques. Donc, il y aura des services de garde. Pour les 3 autres journées, bien, on va l'adapter en fonction des besoins ou des réalités des familles. Peut-être qu'il y a des familles qui vont choisir, bien, on va profiter de ces journées-là pour prendre des vacances, ainsi de suite. Mais on est très conscient. Ça a été nommé par le comité de parents lors des consultations. Parce que quand on arrive à l'adoption d'un calendrier comme ça, bien, on consulte les comités de parents, les syndicats, la comité de gestion. Donc, il y a beaucoup de consultations. Puis, de la part des parents, ça a été un élément d'inquiétude. Ils ont dit, bien là, s'il y a 2 semaines dans la même année, certains parents n'ont pas les mêmes banques ou les mêmes conditions pour prendre des vacances. Donc, ce qu'ils nous ont dit, qu'il faudrait s'assurer qu'ils puissent avoir un service pour répondre aux besoins des parents qui auront un besoin de service de garde ou ainsi de suite. Donc, habituellement, de la façon qu'on le fait dans les 3 jours de congé, ça va être une préinscription. Donc, on va demander aux parents qui ont des besoins particuliers. Puis, tout dépendant du nombre d'inscriptions qu'on reçoit, bien, on va choisir là, les services de garde qu'on va ouvrir en fonction des besoins. Mais je veux rassurer les parents qu'on va s'assurer qu'il y a des services pour les gens qui ne sont pas en mesure, par exemple, de prendre des vacances additionnelles ou des temps supplémentaires durant l'année. Parce que des fois, il y a des gens qui vont garder le congé plus pour la semaine de relâche en mars. Puis on était conscient de ça. On ne veut pas mettre les parents dans une situation difficile. Là, on va faire des sondages puis des préinscriptions pour ceux qui le désirent. Au niveau des intempéries, est-ce que ça change? Est-ce qu'il y a toujours 3 jours pour les intempéries? Oui, donc ce qu'il faut comprendre, le calendrier scolaire dans la loi puis le régime pédagogique, c'est toujours construit 180 jours de classe, 20 journées pédagogiques pour un total de 200 jours de travail. Donc, nous, le calendrier qu'on a adopté, puis ça fait des années, on a adopté un calendrier à 183 jours au calendrier et 17 journées pédagogiques.
Donc, vous comprendrez qu'il y a un jeu de 3 journées. Donc, les journées d'intempéries ou de tempête. Cette année, on a eu une année qui était exceptionnelle, mais habituellement, on a toujours une moyenne à peu près qui joue aux alentours de 3 jours dans une année scolaire. Donc, l'an prochain, on aura 183 jours de classe, 17 journées pédagogiques, et les 3 premières journées cumulent, des fois c'est en demi-journée ou en journée, les 3 premières journées deviennent des journées pédagogiques. Donc, les services de garde sont ouverts, le personnel est présent au travail là, pour faire du travail plus personnel dans ces journées-là, parce qu'il n'y a pas de réunion, de coordination, des fois c'est un petit peu plus dur, mais le personnel est sur place. Puis par la suite, quand on a les 20 jours pédagogiques, bien là, les écoles, le service de garde est ouvert le matin et les classes, le personnel sont en place là, par la suite pour accueillir les élèves. Et s'il y a des gens qui ont encore des craintes par rapport à ça, par exemple, ça va peut-être déboussoler les élèves, peut-être qu'ils vont plus se concentrer, qu'est-ce que vous auriez à répondre là-dessus? Bien, moi, je les inviterais d'abord à communiquer avec leur école de quartier ou leur école de village, donc avec la direction, avec l'enseignant. Donc, les jeunes, on sait que c'est un moment aussi névralgique de l'année. On a ces congés-là, on l'a à Noël, on va l'avoir à l'automne, puis on a une semaine de relâche aussi au printemps. Les enfants s'adaptent quand même, s'adaptent très bien là, à ces congés-là et à ces retours-là. C'est sûr, il y a toujours des petits ajustements au retour ou au départ, mais si les gens ont des craintes, peu importe, moi, je les invite vraiment à communiquer avec leur école de quartier, avec leur enseignante ou encore avec la direction d'établissement. Les études, qu'est-ce qu'elles disent exactement sur le fait d'avoir une semaine de relâche de plus? Est-ce que ça a un impact sur la réussite scolaire des élèves? Bien, on l'a mis, à vrai dire, les études ne tranchent pas vraiment au niveau. Est-ce que c'est le fait qu'il y a une semaine de relâche qui va améliorer la persévérance, la motivation scolaire ou la réussite? C'est faux de le croire. La recherche ne démontre pas ça. Par contre, nous, ce qu'on veut, c'est de travailler. La recherche qu'elle nous dit, c'est les pratiques pédagogiques en salle de classe qui ont des impacts sur la réussite des élèves. Donc, nous, le pari qu'on veut faire, c'est de travailler en collaboration avec les équipes écoles, puis de travailler sur les meilleures pratiques pédagogiques à mettre en place. Mais vous avez raison, c'est pas le fait qu'on ait une semaine de relâche additionnelle en novembre qui va faire que nos élèves vont être plus motivés ou au niveau de la réussite éducative. Ce qui va être payant, ça va être le travail qui va être fait par les équipes écoles, puis le réinvestissement qu'on va faire des bonnes pratiques, donc la coordination du travail des enseignants, ça a des impacts. Puis nous, bien, ce qu'on veut offrir au personnel, aux membres du personnel, à ce moment névralgique de l'année, c'est d'avoir du temps de qualité justement pour travailler leurs pratiques pédagogiques, les plans d'intervention, et ça va avoir des impacts sur la réussite de nos élèves. Et les enseignants, est-ce qu'ils vont travailler les 3 dernières journées de la semaine de relâche? Non, pour eux, c'est des congés qui sont fixes dans le calendrier, donc dans le nombre. Tantôt, je vous expliquais les 200 jours de travail. Donc, eux, c'est vraiment des journées, là, c'est des congés mobiles qui ont été déplacés dans le calendrier. Puis on est venu les placer là pour qu'il y ait une semaine de relâche, oui, pour les élèves, mais il y a 3 jours là, pour le personnel enseignant. Eux, ce sera des congés fixes. Donc, eux aussi vont pouvoir se reposer pendant cette période-là? Oui, tout à fait. Ils vont pouvoir profiter de cette période-là pour un repos là, à l'automne, puis revenir pour finir la première moitié de l'année, là, qui est au retour des fêtes. Mais avec le congé des fêtes, effectivement, ce sera un temps pour se reposer pour le personnel, effectivement. Est-ce que c'est commun, des congés comme ça en automne? Est-ce que ça arrive dans la plupart des centres de services scolaires? Non, mais on était surpris de l'apprendre aussi parce que notre intention, c'était pas nécessairement d'être les premiers. Là. On n'avait pas ça comme intention, mais il y a eu des articles qui ont sorti dans les différents médias récemment. Puis on voit que c'est une pratique qui est plus répandue, je vous dirais, au niveau des écoles privées. Au niveau de l'Ouest canadien et de l'Ontario. Donc, ce sont des pratiques qui sont assez communes. Mais au niveau du Québec, au niveau des centres de services scolaires, on a appris qu'on serait possiblement le premier centre de service là, à l'expérimenter, tout au moins là, au secteur public. Mais c'est une pratique qui est plus répandue, je vous dirais, au niveau des écoles privées. Est-ce que c'est possible que vous voyez, ça marche peut-être pas, il y aurait des réajustements les autres années? Tout à fait, parce que l'adoption du calendrier scolaire, dans le fond, l'adoption doit se faire annuellement. Puis considérant parce que la loi de l'instruction publique, dans le fond, elle vient nous dire
le calendrier scolaire doit s'établir entre la première journée du mois de septembre et la dernière journée du mois de juin. Donc, le calendrier doit être là-dedans. Si on déroge de ça, on doit avoir une entente avec la partie syndicale. Donc, c'est par entente et ces ententes-là sont annuelles. Donc, je pense d'une part et d'autre, on a la volonté de l'expérimenter. On va vivre une première année qu'on va documenter. On veut l'expérimenter autant au niveau de la partie patronale que de la partie syndicale. Puis l'an prochain, on va refaire les consultations, puis on va voir est-ce que c'est positif ou c'est négatif. Puis à ce moment-là, on prendra la décision de poursuivre ou de revenir à un statu quo. Donc, ce n'est pas une décision qui est là pour les prochaines années, mais c'est vraiment une adoption du calendrier scolaire qui se fait annuellement. OK. Donc, si je comprends bien, comme la période scolaire va commencer, je crois, le 26 août, oui. Ça veut dire qu'il y a eu vraiment des ententes à l'avance pour cette adoption-là. Oui. Donc là, on a le conseil d'administration du centre de services scolaires, suite aux différentes consultations, a déposé au conseil d'administration au début avril. De mémoire, il me semble que c'est le 4, là, début avril, pour l'adoption. Donc, le calendrier a été adopté pour la prochaine année. Donc, c'est le calendrier que vous retrouvez sur notre site web puis qui est officiel là, pour la prochaine année. Puis, on s'est engagé là, de part et d'autre en faire l'analyse puis à le documenter. Puis, l'an prochain, à peu près aux mêmes dates, on prendra la décision pour la prochaine année, pour l'année 23-24. Mais comme je vous disais tantôt, cette adoption-là, elle est annuelle. Donc, on refera les consultations avec la partie syndicale, avec le comité de parents, puis de voir est-ce que ça a répondu aux attentes et aux besoins. Merci beaucoup, M. Roy, d'avoir été là aujourd'hui. Bien, ça nous a fait un grand plaisir. Merci à vous pour l'invitation. Kaching! Parlons d'argent! J'aime ça. On a des bonnes nouvelles cette semaine. La Guignolée des médias dans la MRC d'Abitibi qui a distribué 58 000 $ dans la communauté. Effectivement, à 9 organismes différents. J'ai fait une entrevue avec différents organismes et aussi avec l'animatrice qui présentait les prix pour la Guignolée. Donc, on va commencer par l'entrevue avec l'animatrice. Donc, la Guignolée des médias, c'est un organisme qui aide d'autres organismes. Donc, en fait, notre mission, c'est de combattre la faim. Donc, on aide les autres organismes à nourrir les gens de tous les âges. Ça part du fœtus à nos grands-parents. Donc, on a aidé 9 organismes, dont le groupe d'entraide aux aînés, la Maison de la famille, Panier de Noël Picogan, Fondation Holo, le Fonds Ange Gardien, IGA Panier de Noël, la Maison du Bleu Blanc, le support aux aînés et la Maison Micana. J'ai aussi eu une entrevue avec la Maison Micana. Ils ont reçu 5 000 $. Ils étaient très contents d'ailleurs de pouvoir investir ça dans leur mission. On va écouter ce qu'ils ont à dire. Donc, Alizée, peux-tu commencer par nous expliquer c'est quoi la Maison Micana? Bien sûr, on est un organisme communautaire, une maison d'hébergement qui vient en aide aux femmes et aux enfants victimes de violences conjugales. On a plusieurs services là, qui vont de l'hébergement à l'accompagnement, à l'intervention individuelle, l'intervention de groupe, autant pour les femmes qui sont hébergées et les enfants qui sont hébergés que pour les femmes et les enfants qui ne le sont pas. Donc, on offre une multitude de services. Là, on aide vraiment les femmes dans la réorganisation suite au départ du conjoint ou dans ce qui précède. Là. Et à quoi vont servir les dons reçus aujourd'hui? Puis c'est quoi votre réaction par rapport aux dons que vous avez reçus? On est très choyés. On a reçu 5 000 $ cette année et on est vraiment très, très reconnaissants puis touchés de la solidarité là, de toute la population. Puis nous, c'est sûr que comme on héberge 7 familles dans la maison, jusqu'à 7 familles, tous les dons vont servir là, à nourrir ces familles durant leur hébergement. Donc, pour les repas là, lors de l'hébergement de ces familles-là. IGA Panier de Noël a reçu 18 000 $. C'est eux qui ont reçu le plus gros montant. Là encore, très content du montant reçu. Vous avez reçu 18 000 $ aujourd'hui, si je ne me trompe pas. C'est quand même un don substantiel. Est-ce que c'est la première fois que vous avez un don comme celui-là? Non, on a l'habitude de recevoir des montants quand même intéressants de la Guignolée. 18 000, c'est vraiment un beau montant, là. Ça va nous permettre évidemment de pouvoir bonifier un peu là, nos paniers de Noël pour les familles, pour les personnes seules. C'est vraiment très intéressant. C'est vraiment un beau montant, là. Et ça nous fait aussi un fonds de réserve pour l'année prochaine et certains événements d'urgence qui se présentent en cours d'année, comme il y en arrive malheureusement.
trop souvent. Alors, ça nous fait un coussin avec ça. C'est excellent pour repartir bien l'année et assurer l'édition 2022 qui s'en vient déjà là, à venir. Et pour finir, la Maison du Bouleau Blanc a reçu 5 000 eux autres aussi. Et comment la Maison du Bouleau Blanc reçoit la nouvelle du don aujourd'hui? Bien, on est super contente parce qu'on a eu quand même un très beau montant de 5 000 là. Ça va vraiment nous aider. Ça va aider pour l'épicerie, les achats courants pour aider nos malades quand ils viennent à la maison, de pouvoir bien manger malgré la maladie. Pour avoir déjà fait partie du comité au niveau de la guignolée des médias, c'est toujours très le fun de voir les étoiles dans les yeux des gens. Puis quand on les appelle puis on leur dit on a décidé de vous accorder un montant, parce qu'eux présentent des demandes et on accorde des montants selon ce qu'on a ramassé dans la dernière année en fonction des besoins de chacun des organismes. Et c'est toujours très beau de voir la reconnaissance de ces gens-là et de voir ce que ça peut apporter aussi à ces différentes organisations-là. Ces montants-là qui sont attribués localement. Tu sais, on a tendance à se dire des fois quand on donne à une cause, l'argent s'en va ailleurs, il faut qu'elle aille Montréal avant de revenir. Pour la guignolée des médias, l'argent reste ici, en région, et c'est ces retombées-là qu'on voit dans ces remises de dons-là, entre autres. On va parler encore de collecte de fonds. Lydia, tu vas faire, après cet enregistrement-là, une entrevue pour un quilleton. Un quilleton, je pense qu'on l'appelle comme ça. Quilleton ou quilleton? Quilleton. On dit quilleton. On joue au quille. Ouais, bon, on va dire on joue au quille pour la bonne cause. Donc, c'est pour la Fondation du Rhin de l'Abitibi-Témiscamingue. Je vais faire une entrevue à ce sujet-là. Le but, c'est vraiment de ramasser des fonds pour la Fondation. C'est le fun, ça, jouer au quille. Oui. On écoute ça. Donc, Monsieur vient. Monsieur Lemieux, bonjour. Bonjour. On est aujourd'hui pour parler de la Fondation du Rhin et d'un quilleton qui est organisé justement pour ramasser des fonds. Premièrement, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi la Fondation du Rhin? La Fondation du Rhin, en fait, c'est un organisme qui aide les gens atteints d'insuffisance rénale qui sont souvent aux prises avec des problèmes rénaux importants, dont la dialyse, entre autres, où les gens doivent se rendre souvent à ce traitement-là pour être capables de survivre et d'attendre un don d'organes d'un rein. À ce moment-là, c'est la complication majeure, c'est là. Donc, on a quand même beaucoup de patients ici en région là, qui sont atteints de cette maladie-là. On a des centres de dialyse aussi en région. À Amos, il n'y a pas de centre de dialyse, mais les gens vont à Val-d'Or à cause du kilométrage puis des lois gouvernementales qui fait en sorte qu'on ne peut pas avoir de centre à Amos, mais ça permet à ces gens-là au moins d'avoir les traitements. Il y a des traitements qui se font aussi en hémodialyse, pas en hémodialyse, mais en péritonéal à la maison qui peuvent se faire aussi. Donc, c'est les gens... je vais vous arrêter, c'est quoi péritonéal? C'est dans les gens, donc, ils se connectent avec des dialysants pour aller chercher, tout enlever les toxines qu'ils ont dans leur ventre pour que le rein ne sécrète plus. Fait que là, ils envoient des liquides dans leur ventre, ça se nettoie, après ça, ils rejettent ce liquide-là dans un autre sac. C'est à tous les jours, à tous les soirs, tous les nuits, en tout cas. Ça peut durer entre 6 et 8 heures là, pour les patients. Fait que c'est un traitement qui est long. Fait que la Fondation du Rhin, on veut, nous, on ramasse des sous pour la recherche, surtout pour aider ces gens-là qui sont aux prises avec cette maladie-là. On veut améliorer encore plus, justement, l'hémodialyse, la dialyse, qui, on peut savoir, il y a plusieurs années, c'était 7-8 heures par jour. Maintenant, c'est 3 heures, 4 heures qu'on est sur la machine. Ça va quand même mieux. Mais ça reste que c'est pas une belle vie non plus pour ces gens-là. Fait qu'on essaie, nous, d'aider. On a un service aux patients aussi qui existe beaucoup, qui travaille beaucoup au niveau de la Fondation pour les gens, justement, qui doivent faire du transport, aller voyager. Souvent, ils ont des examens, aller passer à Montréal, ils n'ont pas toujours les moyens. Donc, souvent, le service aux patients de la Fondation va les aider avec les dons qu'on reçoit, justement, pour aider ces gens-là. C'est pas mal la grosse mission là, qu'on peut retrouver là, en Abitibi. Puis, on a 5 centres de dialyse aussi, actuellement en Abitibi, fait que ça permet d'avoir au moins un accès partout, là, parce qu'on couvre jusqu'à Ville-Marie, donc toute l'Abitibi-Témiscamingue au complet. Et je vais aussi vous demander d'expliquer c'est quoi la dialyse, parce que moi, je sais c'est quoi, mais avant que quelqu'un dans mon entourage tombe malade, je le savais pas. Okay. Donc, juste pour les gens à la télévision. Oui. En fait, la dialyse, c'est un traitement intraveineux, donc c'est un artère qu'on va chercher, on cannule un vaisseau, on envoie un liquide, justement. Au lieu de l'envoyer par l'abdomen, il s'envoie directement dans le sang. Donc, c'est le sang qui est refiltré. Pendant 3 heures de temps, il passe dans des machines pour se filtrer et retourne dans le corps humain pour que cette personne-là puisse retourner à la maison, puis 2 jours après, elle retourne. C'est aux 2 jours, le traitement. Okay. Si la personne ne fait pas son traitement, c'est quoi les risques? Qu'est-ce que ça peut faire de ne pas filtrer le sang?
Un décès. Ça amène un décès. Dans le fond, Effectivement. la dialyse trouve à remplacer ou à suppléer ce que le rein ne fait plus. Puis le rein, c'est un organe essentiel. Oui. À part des médicaments aussi qu'ils ont, là, c'est sûr. Oui. Mais il y a quand même beaucoup de médication qui est prise avec ça. Mais c'est le seul moyen qu'ils ont, ces gens-là. Parce que tu as une insuffisance rénale qui est plus normale, qui, elle peut être traitée souvent par de la médication. Mais quand ça devient chronique ou très, très avancé, bien là, c'est là qu'on a recours à la dialyse. Parce que puis si c'est pas la dialyse, bien, dès qu'on tombe en dialyse, on tombe directement sur une liste d'attente pour un don d'organes. Et malheureusement, bien, il y a du temps d'attente. Hein. Je pense que j'ai 680 jours d'attente 620 jours d'attente pour avoir un rein actuellement sur la liste d'attente au Québec. Et puis, on a 223 personnes là, qui sont en attente de rein actuellement là, sur les 600 jours. Puis au Québec, en Abitibi, on a eu un greffé l'année passée. On a eu un donneur d'organes qui a fait un don de rein aussi. Donc, ça, c'est équivaloir. Là. Mais chaque année, là, on a ces informations-là aussi. Et là, vous dites qu'il y a beaucoup d'attentes. Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur la santé d'une personne de ne pas avoir rapidement un don de rein? Oui, c'est sûr que si le temps d'attente est trop long, puis que la personne a détériore, puis à un moment donné, son système n'est plus capable d'accepter de la dialyse, puis qu'il y a des gens assez âgés quand même qui sont en dialyse. Plus ta personne est âgée, bien, plus on a plus de difficultés à absorber tous les médicaments qui viennent avec. Fait que souvent, les gens se détériorent, puis ça prend vraiment là, la greffe de rein. Et il y a la greffe de don vivant, que je ne vais pas parler encore, mais le don vivant peut se faire là, entre frères et sœurs, père, frère, par la fratrie. Là. Puis il y a des dons croisés aussi maintenant qui existent. Donc, moi, je pourrais donner un rein à quelqu'un que je ne connais pas, mais quelqu'un qui ne me connaît pas pourrait me donner mon rein parce qu'on peut faire des dons croisés qu'on appelle par compatibilité. Parce que moi, j'ai le goût de donner un rein à mon fils qui est malade, mais je ne suis pas compatible avec lui, mais quelqu'un d'autre l'est, fait qu'on fait des dons croisés qui appellent. Et ça permet aux deux personnes de greffer finalement, puis de retourner la vie. Parce qu'un coup greffé, les gens, souvent 6 mois, 1 an après, là, ils retournent au travail, ils sont autonomes et ça va super bien, ils reprennent la vie neuve. Puis on voit beaucoup dans les témoignages de personnes là, qui retournent à la vie, puis leur date de naissance a changé le jour qu'ils sont greffés. Fait que c'est vraiment ça qui est intéressant d'entendre aussi. Là. En effet, parce que ça reste que c'est une maladie qui est très invalidante, là, comme Normand le mentionnait, là, quand on passe plusieurs heures en traitement de dialyse 3 fois par semaine, par exemple, bien, c'est dur d'avoir accès au marché du travail, c'est dur d'avoir une qualité de vie qui est intéressante puis qui a une valeur ajoutée. Donc, la greffe règle compte tout ça. Totalement ces problèmes-là. Et comment ça fonctionne pour la greffe, justement? Mettons, moi, je veux donner un rein à quelqu'un. Je veux voir si je suis compatible avec quelqu'un. Comment ça fonctionne? On va avec la Fondation canadienne du rein. On s'informe avec eux autres. Les autres, ils vont vous reléguer à un centre de greffe. Donc, ici, c'est Val-d'Or qui est le centre qui suit les gens après dialyse, qui suit les gens en greffe. Fait que ces personnes-là vont vous référer. C'est sûr qu'il y a des examens à passer, des tests de compatibilité qu'on peut faire. Donc, ils vont vous demander de faire ces examens-là. Votre état de santé va être évalué au poil, assez sérieusement. Et puis, suite à ça, si tout va bien, puis la compatibilité est parfaite, bien là, on regarde pour on prépare la date de greffe et tout se fait là, avec le cheminement. Là. Autant la personne qui est en attente que la personne qui donne son rein. Là. On revoit les comptabilités. Ça se fait toujours à Montréal, ça, on sait sûr que les centres de prélèvement sont là-bas. Mais c'est une hospitalisation de peut-être 2 jours pour la personne qui donne. Puis l'autre personne qui est greffée, bien, c'est un petit peu plus long parce qu'il faut que les reins reprennent quand même son action. Là. Fait que dès que c'est commencé, bien, il y a un petit suivi qu'ils peuvent faire là-bas. Des fois, les gens ils restent 2-3 semaines à Montréal à la maison des greffés. Puis après ça, bien, ils reviennent ici après ça, puis reprennent leur vie normale. Puis une personne qui donne un rein, c'est quoi les conséquences sur sa vie? Est-ce que le fait d'avoir un seul rein peut causer des problèmes à long terme? Non, parce que ben, si tu es en bonne santé en donnant ton rein, c'est correct parce que souvent, on va détecter des gens qui veulent donner un rein, puis finalement, ils n'en ont rien qu'un depuis leur naissance. Donc, ils ne sont jamais connaissants. Fait qu'un rein fonctionne très bien pour un humain, peut très bien fonctionner avec un seul rein. On a quand même une population qui a beaucoup juste un rein. Donc, puis le fait ensuite de sauver la vie de quelqu'un aussi, c'est à la porte de dire, bien, gars, je vais perdre un rein, mais gars, je suis capable de continuer avec mon autre rein, puis je redonne la vie à quelqu'un d'autre, parce qu'on sait que cette personne-là ne vivra pas éternellement. Donc, c'est un des gestes qu'on voit aussi, là. Intéressant à entendre aussi. Donc là, si on veut soutenir la Fondation, on peut aussi participer au Keyeton. Oui, et voilà. Fait. Keyeton qui va avoir lieu dimanche le 12 juin, donc à Amos. Oui, au Salon de Quille. Et on a tous très hâte. Mais pour commencer, d'où est venue l'idée du Keyeton à la base?
Bien, à la base, comme je vous avais expliqué à un moment donné, c'est que j'ai une madame, Mme Plamondon d'Amos, que le monde a connu longtemps. Elle était très militante pour la Fondation du Rhin. Et puis, avec les filles d'Isabelle à Amos, ils ont commencé à nous faire un quilleton. Donc, eux autres, ils ont retrouvé des équipes, puis ils nous ont rempli la salle de quilles du matin au soir, et on faisait des levées de fonds avec eux autres. Ça s'est estompé avec le temps, et puis moi, depuis 2-3 ans, j'ai repris ça avec Mme Perron, la responsable de la salle de quilles, et on en fait, avec la pandémie, on a dû abandonner là, pendant 2 ans. Et là, cette année, on a la chance de le recommencer, fait qu'on va être là le 12 juin. Là. Il y a des frappes qui vont commencer à 13h. C'est des équipes, c'est des équipes de 6 personnes. Ils jouent 3 parties, puis ça coûte 20 $. Fait que c'est un don qui va directement à la Fondation du Rhin. Okay. Et puis, on est là-bas. On va être là-bas aussi pour donner des informations. Puis on a un petit kiosque qui va être en place pour informer les gens aussi de toutes sortes de choses. Juste pour être certaine, est-ce que c'est obligé d'être 6 personnes ou ça peut être des équipes d'un peu moins de personnes? Bon, ça pourrait être moi aussi, là, mais on aime bien remplir les allées comme il faut là, pour ça s'est bien complété. Là, Puis c'est 20 $ par personne, c'est ça? Oui, exactement. OK, parfait. Oui. Et une personne qui veut s'inscrire, comment elle peut procéder? Bien, actuellement, là, on a mis une affiche à la salle de quilles, là, où ils peuvent toujours m'appeler moi. Je ne sais pas si vous êtes capable d'afficher l'affiche à votre... On peut peut-être l'afficher ou on peut l'écrire. Ouais, c'est ça. Fait que, moi, j'ai laissé mes coordonnées sur l'affiche, puis Mme Perron aussi a laissé les coordonnées de la salle de quilles. Fait qu'on communique directement avec la salle de quilles. Et là-bas, là, on donne le nom de l'équipe, puis les gens vont leur dire à quelle heure de venir. On va les accueillir favorablement. Très favorablement. C'est bon. Ça permet de ramasser combien de sous normalement à peu près? Bien, c'est pas majeur, mais juste la sensibilisation est là aussi, parce que souvent les gens qui viennent, c'est des gens, soit j'ai des gens qui ont été greffés, des gens qui sont venus, des gens qui ont des maladies rénales, ou les joueurs de quilles qui jouent déjà régulièrement, qui les autres sont très heureux de participer à cette activité-là. Et puis ça donne à peu près 800-900 $ qu'on peut ramasser là, en dons là, dans cette journée-là. Mais l'aspect de sensibilisation est très important. Bien, c'est ça. On va chercher un plus large public, puis on sensibilise davantage les gens à la cause. Là. Puis de quelle façon ça permet de sensibiliser les gens? Bien, en étant présent sur place, on va pouvoir leur expliquer un petit peu le fondement de la Fondation, puis la contribution aussi, où ce que la Fondation peut apporter aux patients. Là, des fois, les gens n'ont pas la notion à quel point, comme on se disait, ça peut être invalidant, ce type de maladie-là. Donc, puis aussi, les citoyens n'ont pas toujours conscience qu'il y a certaines fondations, comme la Fondation du Rhin, qui leur viennent en aide ou qui sont là pour appuyer, puis qui ont des impacts qui sont très concrets, là, donc en région, sur le terrain, auprès des patients. Fait nous, on le voit, là, on gravite dans le monde de la santé, puis on voit, toutes les semaines, on voit des patients qui bénéficient du support de la Fondation. Puis c'est un support qui est indéniable, puis qui est fort apprécié là, de la part des patients. Mm-hmm. Donc, c'est un petit peu la mission qu'on s'est donnée là, dans le cadre de cette activité-là. Puis on a une autre activité aussi qui va continuer dans le cadre de notre... Chaque année, on fait aussi une levée de fonds avec les entreprises du secteur d'Amos. Donc, Christian est président d'honneur pour cette campagne-là. Fait qu'on va envoyer nous des envois dans chaque entreprise pour qu'ils puissent donner une contribution volontaire là, financièrement pour aider justement la Fondation du Rhin. Puis avec ça, on ramasse presque 5 000 $ et plus par année là, par nos commerces de la ville d'Amos. C'est intéressant. Puis ça sensibilise aussi nos commerces. Là. Oui, exactement. Parce qu'ils ont tous un employé quelque part, parce qu'une personne sur 14 vit d'insuffisance rénale. Donc, on a tous un employé quelque part qui est atteint peut-être un peu de problèmes rénaux, malheureusement. Donc, il faut penser à être solidaire dans ce mouvement-là. Exactement. Donc, puis c'est une façon aussi de faire rayonner la Fondation. Puis la sollicitation pour les entreprises, bien, justement, nous permet d'aller chercher des sommes un petit peu plus substantielles là, pour avoir un impact plus considérable dans le milieu. Cet argent-là est utilisé de quelle façon, justement, pour sensibiliser les gens? Bien, elle est surtout utilisée pour la recherche et le service aux patients. La Fondation du Rhin est là que pour ça. Enfin, on ramasse de l'argent pour la recherche et le reste de l'argent, c'est les services aux patients et le côté administratif, naturellement, là, comme toute fondation. Là, mais le plus gros des gros montants, c'est toujours au niveau service aux patients et la recherche. Ouais. La recherche fait des beaux développements de plus en plus avec les années. Fait qu'on est associé avec plein de... Parce que la Fondation du Rhin, elle est canadienne. Hein? On a une division au Québec. Mais on a la Fondation puis au Québec, on a plusieurs sections où on est tous bénévolement là, responsables de nos sections pour faire des levées de fonds comme ça, puis aider à la Fondation. Exactement. Puis l'aspect service aux patients dans une ville comme Amos, qui n'a pas de service de dialyse à l'intérieur même là, de notre centre hospitalier, bien, prend tout son sens parce que nos patients ont à se déplacer, ont à subir des frais. On voit les coûts d'essence qui sont en hausse ces temps-ci. Donc, on voit vraiment que c'est d'actualité là, de pouvoir offrir cet appui-là aux patients là, qui ont à voyager 3 fois semaine là,
à l'extérieur, dans le fond, de la municipalité. Oui, oui. Souvent, c'est défrayé. C'est beaucoup de frais qui est défrayé par les hôpitaux eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas de service ici, donc on paye les transports, mais ça fait quand même des sous pareils à absorber au bout du compte. Là. Puis il y a aussi, ce qu'il va y avoir aussi à l'automne, ça va être une marche régionale. Donc à Val-d'Or, Rouen et La Sarre, il y aura la marche du Rhin. Donc on va probablement revenir là, pour parler des marches qui vont avoir lieu en Abitibi-Témiscamingue au mois de septembre. Fait que là, ça va être une autre façon de lever de fonds. Là, mais, on va faire ces 2 activités-là cette année là, dans le cadre pour la Fondation. La campagne. Et en terminant, j'aimerais ça parler de comment on peut savoir qu'on a un problème avec nos reins, puis comment on peut éviter d'en avoir aussi. OK. Là, il y a différents... il y a plusieurs choses. Pour éviter ça, là, on va y aller avec le jeu de base, mais c'est de miser sur les saines habitudes de vie. Là, donc, on évite de fumer, on fait de l'exercice, on s'alimente bien. Ça, c'est le jeu de base. Bon, il y a des aspects génétiques, malheureusement, qui viennent jouer des fois contre nous, contre les patients, même des gens qui auraient des bonnes habitudes pourraient développer un problème rénal. Le reste, c'est d'avoir un suivi médical régulier, évidemment, là, selon nos âges, de contrôler son hypertension si on en fait. C'est pas mal les règles de base, là. Donc, d'avoir une santé, des saines habitudes de vie. Puis par la suite, c'est ça, souvent ça va être le médecin qui peut identifier là, une maladie rénale qui se développe ou qui progresse. Ouais. Souvent, ça va débuter avec un problème de glycémie, votre glycémie va monter, donc on va parler de diabète un peu, début de diabète qui apparaît, un petit peu d'hypertension qui peut se rajouter à ça. Donc, si c'est médicamenté, ça va toujours être stable, mais au fil du temps, ça finit par englober ensemble, puis ça devient souvent un problème rénal qui peut apparaître, puis on développe l'insuffisance rénale à ce moment-là. Exactement, là, le diabète est une des principales causes aussi de développement de maladies rénales. Donc, encore là, on est dans la maîtrise de maladies de maladies déjà existantes ou de maladies chroniques que les patients, dont les patients souffrent. C'est ça. Bon. Parce qu'on fait des kiosques. On a déjà fait des kiosques de santé rénale, qu'on appelle. Fait que ces kiosques-là, quand les gens viennent, on leur prend leur signe vitaux, on prend leur pression, on prend leur taux de sucre, on évalue les deux. S'ils sont à risque un peu, dépendamment des résultats, là, on les réfère justement là, de conseiller à prendre leur médecin, parce que souvent, ils s'en rendent, mais ils ne peuvent même pas se rendre compte de ça nécessairement, ça ne paraît pas nécessairement. Fait que quand on lui fait des kiosques, fait que là, on les suggère souvent d'aller voir leur médecin. Puis c'est souvent c'est là qu'on détecte souvent quelques personnes là, pour être prises le plus rapidement possible, comme toute maladie. Plus tu es plus de bonheur, moins tu as de chances d'avoir des complications à long terme. Exactement. Est-ce qu'il y a des kiosques que vous comptez en refaire ou ça devait être compliqué avec la pandémie? La pandémie, on n'a pas refait là, depuis 3 ans. Le dernier que j'ai fait, j'étais à Rouen, mais je n'ai pas refait d'autres, là, parce que les contextes ne le permettaient pas non plus. Puis, là, pas avoir de rapprochement encore. Fait que cette année, on n'a pas misé sur des kiosques non plus cette année pour éviter ça. Peut-être l'an prochain, si c'est plus facile à se promener au centre d'achat sans bête de bâche, on pourrait faire un kiosque quelque part. On peut l'envisager à ce moment-là. Oui. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. On va demander aux gens d'être généreux, de participer au Quilloton si ça leur dit. Et je vais vous souhaiter une belle journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, l'été s'en vient. Même si ça paraît pas. On a eu de la neige cette semaine. Ça commence. Mais il y a des festivals qui s'en viennent, entre autres H2O, le festival présenté par Agnico Eagle, qui a annoncé ces artistes locaux qui vont faire les premières parties de chacune des soirées. Oui, on va avoir Elliot Paquette, qui est un auteur, compositeur, interprète. Il vient de Laval, mais il a grandi en Abitibi-Témiscamingue et il nage dans la musique depuis sa plus tendre enfance et il va nous parler un petit peu d'où vient son intérêt pour la musique, puis aussi de ce qu'il fait en général comme travail, comme composition. Et on va vous les présenter, les entrevues, la semaine prochaine. Donc, vous allez pouvoir suivre ça tout au long de la semaine parce qu'on reçoit tous les artistes qui doivent faire ces premières parties-là. On va leur donner de la visibilité, on va vous les présenter, puis les détails aussi vont être sur notre site web, mediaté.ca. Sinon, Christian? Oui, quoi? J'ai fait encore. Là, on va vous le dire, on est jeudi, on enregistre l'Actu Plus jeudi parce qu'il y a une activité à Sainte-Terre vendredi. Vendredi, oui. Et là, tu t'es pas pris la note, je l'ai ici. Un projet, en fait, c'est une annonce concernant un projet d'activité plein air qui va être faite par le ministre Pierre Dufault. C'est ça. Je sais que je suis posé d'être là. On t'envoie là. Pourquoi on ne sait pas plus que toi qu'est-ce que va être l'annonce, mais on pourra en parler la semaine prochaine dans l'Actu Plus. Donc, c'est un rendez-vous. Il va falloir être là. Et lundi, à 18h, il y a
un autre c'est parce qu'on a eu à Santerre des arrivés philippins qui travaillent qui est à la Syrie à Santerre. Et justement, il va y avoir une rencontre, des échanges et tout ça, puis je vais être là. Et Christian, tu ne seras pas juste à Santerre lundi parce qu'on t'envoie à Val-d'Or pour une annonce importante. Là, je vous nomme la liste des gens qui vont être présents. Vous allez voir un peu où je m'en vais. Encore là, je ne sais même pas. Mais là, je vais te le dire, tu vas comprendre. Yann Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et responsable de l'Abitibi-Témiscamingue. Régis Pénosway, qui est chef du conseil au niveau de Kitsakik. Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec. Et Sophie Brochu, qui est présidente directrice générale d'Hydro-Québec. OK. On va brancher la communauté de Kitsakik en électricité. C'est ça qui va être annoncé lundi. On nous a convié à une conférence lundi matin à 10h. Depuis le temps qu'ils attendaient. Ça fait extrêmement longtemps que la communauté de Kitsakik attend cette nouvelle-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une installation d'Hydro-Québec à une couple de mètres de la communauté. Il y a un barrage, littéralement, à côté. Ce qui était particulier. Donc là, l'annonce va être faite lundi matin. Les médias ont été conviés sur place. Il va y avoir une visite de la communauté aussi qui va être faite un peu plus tard après la conférence de presse. Donc, on t'envoie à la conférence de presse lundi. Tu auras tous les détails et on pourra vous présenter tout ça sur nos différentes plateformes. Sinon, je continue. Il y en a du stock, C'était la semaine minière cette semaine. J'ai passé la semaine à suivre les conférences minières qu'on a présentées. D'ailleurs, sur notre page Facebook de Médiaté, si vous les avez manqués, vous allez pouvoir les réécouter parce qu'ils vont rester là. Mais toute la semaine, l'industrie minière qui se présente et qui, à chaque année, cette semaine minière-là, permet de présenter les projets, permet d'amener différents éléments de l'industrie minière aussi et de le présenter au public, aux gens qui veulent en apprendre là-dessus. Il y avait des visites de mines. Il y avait hier, entre autres, aussi une conférence avec la gang de drones experts. C'est une gang de Montréal, Québec, là, qui sont arrivés avec des drones gros de même, qui servent pour l'industrie minière. Moi, j'ai eu du fun à aller voir ça hier. J'ai pas pu assister à la conférence, mais j'ai pu voir et manipuler même un des drones. Donc, non, c'est toujours une semaine qui est très intéressante et qui présente chacun des aspects de l'industrie minière et qui présente aussi l'avancement de certains projets miniers en Abitibi-Témiscamingue. Donc, la semaine se conclut ce vendredi. Mais les conférences sont disponibles sur notre page Facebook. Là-dessus, je pense qu'on a fait le tour pour cette semaine qui est... je vais pas parler d'arrestation, je vais pas parler de gars qui ont fait 200 km/h sur la route 117. Ça va bien, ça va bien. Positif. Sinon, on vous retrouve la semaine prochaine. Nous, on va faire plein de choses. On pourra vous parler de toutes sortes d'affaires. On pourra peut-être vous parler un petit peu du gala du défi aux entrepreneurs qui a lieu mardi prochain en direct de nos studios ici. Donc, on pourra vous parler de ça un petit peu plus tard la semaine prochaine. Puis sinon, on verra. Là, comme on disait, il y a l'annonce de lundi à Kitsakik. Tu vas aller aussi peut-être voir la culture du côté de Santerre en soirée. Puis on pourra voir tout ça la semaine prochaine dans l'Actu Plus. Là-dessus, mesdames, messieurs, on vous souhaite une bonne fin de journée.